RMC, After Paris. François Pinet. After Paris, épisode 24 de la saison 2025-2026. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup de nous écouter sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Merci de nous regarder sur After Foot Télé et sur YouTube. Et merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires chaque semaine. On va débriefer ce barrage aller de Ligue des Champions face à Monaco. Cette victoire 3-2. Est-ce que cette victoire vous a rassuré ? Est-ce que défensivement, on a vu des attitudes inquiétantes ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite de la compétition pour le PSG ? Avec bien sûr la mémoire d'After Paris qui est là chaque semaine, qui avait notamment des posters peut-être d'Éric Cubillier ou de José Carl Pierre Fanfan dans sa chambre. Julien Taxis est là. Je ne sais pas si j'avais cela, François. T'as failli nous faire un faux départ toi aussi, là, Ouais, comme le PSG, 57 secondes. Bon, j'ai cité deux noms de deux joueurs qui ont joué à Paris et à Monaco. Ouais. Et deux défenseurs. C'est vrai. C'est fait exprès. C'est pas ceux qui sont restés le plus dans l'histoire du club. Il y en a d'autres qui sont passés par Paris et Monaco. Petit quiz, tiens, pour la légende. Jérôme Rotem. Rotem, bien sûr. Ouais. Néné. Néné, bien sûr. Il y en a un en ce moment qui est blessé, mais Kerrer. Ouais, Thilo. Thilo Kerrer, Thilo Kerrer. Marco Simone, Yuri Ouais. Djorkaeff pour Ouais. les plus anciens. Bref, il y en a pas mal. Sans jouer. Vous l'avez entendu, Saïd Hamda, qui était à Monaco pour suivre cette rencontre, est avec nous. Salut Saïd. Salut François. Merci beaucoup d'être avec nous. On peut te retrouver sur TikTok, sur Twitter, sur Squad, bien sûr. Toujours. Voilà, le média à suivre. Et puis dans cet épisode, alors on est très heureux d'accueillir un ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Eric Rabé-Sandratana est avec nous. Salut Eric. Salut François, salut messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous parce qu'on va fortement axer sur la défense du Paris Saint-Germain. 135 matchs. Je rappelle pour les plus jeunes, Eric, désolé, que tu as joué 135 matchs avec le Notre Paris époque. Saint-Germain. Fin des années 90, début des années 2000, vainqueur de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue. Ce qui est intéressant, c'est que tu as joué en défense et aussi au milieu de terrain. Donc tu vas pouvoir nous éclairer sur les problèmes défensifs qu'on a pu apercevoir au Paris Saint-Germain cette semaine. Je voulais d'abord savoir, Eric, ce que tu avais pensé justement de cette victoire 3-2. Certains ont parlé de victoire quand même inquiétante. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que toi, tu n'es pas inquiet ? Inquiet, je ne sais pas si c'est le mot inquiet, parce que en fait, ce Paris Saint-Germain ne sera jamais au niveau de ce qu'ils ont proposé la saison dernière, parce que c'était une saison exceptionnelle où tout marchait, où tout était parfait, où tu pouvais te réjouir de chaque moment. Donc il ne faut surtout pas comparer avec ce qui s'est passé l'année dernière. Donc c'est difficile justement de ne pas comparer, parce qu'on a été tellement joyeux et de tout ce qui s'est passé la saison dernière. Donc là, quand tu les vois comme ça, fatigués, pas toujours réguliers, incapables d'enchaîner les matchs au même niveau, c'est surtout ça qui est en fait où tu te poses la question, parce que tu passes. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que tu perds 2-0 au bout de 18 minutes, mais surtout tu venais de perdre 3-1 contre Rennes. Et là, tu n'avais déjà pas été rassuré sur le match de Rennes, et tu te retrouves à perdre 2-0 au bout de 18 minutes, et là tu te dis mais c'est pas possible, quoi, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Julien, de cette victoire ? Alors certes, on a parlé beaucoup de mental du Paris Saint-Germain qui a pu rebondir après un 2-0 rapidement dans le match. Je suis plutôt team victoire inquiétante, dans le sens où cette victoire-là, alors elle m'a absolument pas rassuré, je dirais soulagé, parce qu'effectivement le scénario du match fait que au bout de déjà 57 secondes et puis au bout de 20 minutes avec le pénalty raté, tu te dis ça peut vraiment mal tourner. Maintenant, j'ai jamais véritablement été inquiet dans le match, parce que non seulement on sent que cette équipe effectivement est habitée par quelque chose, une âme, et contre cette équipe-là de Monaco, on sentait au fur et à mesure. Alors il y a des faits de jeu, qu'est-ce qui se passe si Ousmane Dembélé termine le match et que finalement il n'y a pas ce changement qui est salvateur pour le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas le carton rouge? Soulagé mais pas rassuré, parce que moi quand je vois ce match-là à la fin, alors il y a encore un match retour bien évidemment, mais je pense surtout à la suite, et en perspective de la suite, je suis vraiment pas rassuré. Alors, grosse domination au niveau des chiffres, on l'a vu, 30 tirs pour le PSG, 7 en faveur de Monaco, 10 tirs cadrés pour les Parisiens. En expected goal aussi, c'était en faveur du Paris Saint-Germain. Possession de balle écrasante, 80% pour le PSG contre 20% pour Monaco. Vu du stade, Saïd, est-ce que tu trouves que ces chiffres sont révélateurs de cette performance parisienne, ou tu penses qu'il y a quand même des doutes qui peuvent surgir après un match comme ça ? Non, moi je vais être moins pessimiste que les copains. Je vais être sincère, beaucoup moins pessimiste, parce que ce qui est le plus important dans ce type de match, c'est la réaction.
Et c'est ce qu'il faut retenir. Certes, Paris n'a pas joué pendant 20 minutes, on a l'impression qu'ils se sont limite donné un défi. Et si on commençait à -2 et qu'on allait voir si on allait être capable de remonter. Alors bien sûr, je romantise un petit peu le scénario du match, mais cette équipe de Monaco était quand même très faiblarde et c'était grave que Paris soit encore plus faiblard qu'eux, mais Paris a montré que c'était une grande équipe, puisque derrière, quand Désiré Doué est rentré, il y a eu beaucoup de corrections tactiques, que ce soit offensivement avec l'apport de Désiré Doué, qui les a énormément gênés avec ce poste un petit peu d'électron libre, et défensivement, on a corrigé pas mal de problèmes côté Paris Saint-Germain. Donc non, bien sûr, c'est un trou d'air qui sera peut-être décisif contre une grosse équipe, ne pas se permettre de perdre 2-0 comme ça sur les prochains tours parce que ça ne pardonnera pas. Là, cette fois, c'est Monaco, une équipe que le Paris Saint-Germain connaît très bien et surtout Paris gagne 3-2 et va recevoir au match retour, donc au Parc des Princes. Je ne pense pas qu'il y aura ce genre de déconvenu. Donc dire que c'est inquiétant, non, mais il faut rester en alerte. Alors justement, tu parlais de la défense, tu évoquais des corrections peut-être apportées à cette défense parisienne. On a fait, donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Afterfoot Télé, des captures d'écran. Pour les autres, on va vous raconter, bien sûr. Mais vous avez vu et vous avez peut-être en mémoire les premiers buts de cette partie, les buts marqués par Monaco. Le premier, tout simplement, c'est lors des toutes premières minutes, une erreur de relance au départ de Nuno Mendes. Et Monaco va se projeter très vite avec Adingra qui va être touché seul au milieu de terrain. Là, on le voit avec le ballon. Et ça, c'est intéressant, Et François, parce qu'on va parler de la joueurs, défense, voilà, mais très loin. Oui, tu n'as aucun milieu de terrain qui monte sur Adingra, qui peut décaler Golovin. Exactement. Enfin, on peut parler, c'est une œuvre collective, un désastre collectif, ce premier but. Non seulement parce que, et ça, j'aimerais avoir l'avis d'Éric là-dessus, quand tu prends un but au bout de 57 secondes, ça veut forcément dire quelque chose. La passe ratée de Nuno Mendes, Marquinhos qui sort, le milieu de terrain absent, et puis après, derrière, ni Hakimi, ni Pacho ne sont là au marquage sur Balogun. Exactement. Là, on le voit donc tout seul, Adingra, qui a tout le temps ensuite de décaler Caio Henrique, qui, sur une passe, va décaler un Golovin lui aussi très seul, puisque Hakimi va être dépassé sur cette action. Tout le milieu de terrain va être très rapidement dépassé. Et comme tu l'as dit, Marquinhos va peut-être faire cette erreur. Et là, Eric, toi, ton expérience de défenseur, ça va être très intéressant de t'entendre. Elle vient d'où la faute là, du Paris Saint-Germain sur ce premier but ? Regarde déjà la photo que tu as là. Regarde le nombre de Parisiens et le nombre de Monégasques. Déjà, tu es en surnombre par rapport à ce que tu peux voir sur l'action. Le problème, il est... Alors, il y a 9 Parisiens et 6 Monégasques, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc tu es en train de construire au départ, le ballon est dans les pieds de Mendes et tu es en train de construire le jeu. Ça veut dire qu'à partir du moment où il perd le ballon dans une phase où tu es en train de construire le jeu, tu peux pas être placé pour être au mieux défensivement. Donc déjà, il y a un déséquilibre qui est fait très rapidement parce que le ballon va très vite vers l'avant. Et là, effectivement, que le replacement des milieux de terrain, même s'il est quand même assez rapide, on n'est pas très bien placé par rapport à ça. Et en fait, toute l'action, ça va être ça. C'est-à-dire que il y a plus de Parisiens, mais personne n'agit vraiment défensivement et fait son boulot défensif pour en finir sur le centre où là, t'as plus de Parisiens que Balogun. Et t'as deux Monégasques qui sont tout seuls au deuxième poteau et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Et en fait c'est peut-être ça la question, c'est de savoir s'ils sont vraiment rentrés dans ce match en étant bien concentrés et bien déterminés ou plutôt en étant faciles, en se disant bon bah de toute façon on va faire le job et ça va être, et c'est un peu la tendance en ce moment je trouve dans les matchs du Paris Saint-Germain qui est tellement sûr de sa force qui en oublie les fondamentaux et fait des erreurs assez faciles et prend des buts assez faciles. Et c'est pas que je suis inquiet, c'est juste que on voit qu'il y a quand même un changement au niveau de la mentalité de temps en temps. Ah, toi, donc tu parles de mentalité, Eric. Ça peut aussi être expliqué peut-être par le physique, même si... bien sûr, ça c'est sûr. Voilà, le mais physique du Paris Saint-Germain t'es pas cramé au bout de 57 secondes. Je suis non, d'accord, c'est pas physique là, bien sûr. C'est pas physique là. Ouais, alors c'est pas physique sur ce match, mais Non, sur ce but-là. Ça, c'est peut-être de la symboliquement, concentration. moi je trouve ça quand même effectivement important de relever que tu prends un but au bout de 57 secondes et pour moi c'est pas anodin. Ouais, mais tu l'as pas corrigé puisque tu prends un deuxième but qui est alors un après au petit bout de 20 minutes de jeu, là on est plus dans la gestion de la profondeur, mais les images, mais voilà, ça part d'une touche quand même de Caio Henrique et là
pareil, le PSG est largement désorganisé puisque Neves, Zaïre Emery, Hakimi vont être lobés. Ensuite, il va y avoir cette tête de Marquinhos qui va retomber dans les pieds d'un Monégasque. Et puis, quand on va vite, du côté de Monaco, c'est ce qui va se passer avec Balogun qui va transmettre à Akliouche, qui va lui redonner dans la profondeur. Pacho, c'est vrai, va faire ce geste-là, ce mouvement-là pour tenter d'intercepter. Et ensuite, dans la profondeur, Balogun va plus vite que Marquinhos. Il y a beaucoup d'espace, encore une fois, quand les Monégasques ont le ballon. Avant, avec le PSG, je ne sais pas ce que tu en penses, Saïd, mais dès qu'un joueur adverse avait le ballon, il y avait une horde de Parisiens pour récupérer le plus vite possible le ballon, et notamment au milieu de terrain. Tu me fais une très bonne passe décisive parce que c'est totalement sur ce chemin-là que j'allais aller. Je trouve que le Paris Saint-Germain a fait énormément preuve de suffisance. En tout cas, vu du stade, le PSG jouait limite en marchant, ce qui dénotait beaucoup avec le Paris Saint-Germain que l'on l'a connu la saison dernière, le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Et je pense qu'après le 2-0, les Parisiens ont commencé à prendre acte qu'à 2-0, c'est plus la même histoire et qu'ils sont peut-être en train de passer à côté du match et que 2-0, ça commence à être difficile à rattraper, surtout en Ligue des Champions. Donc, effectivement, je pense qu'aussi les joueurs avaient peut-être avant le match un excès de confiance et qu'ils se sont dit qu'ils allaient être beaucoup dans la gestion, donc faire beaucoup tourner le ballon et pris un peu de haut Monaco. Et à partir de 2-0, on a senti quand même un changement de mentalité. On a changé même un changement d'intensité physique. On a vu des joueurs faire les replis défensifs sur chaque ballon, offensivement proposer des solutions, beaucoup de courses sans ballon justement pour créer des décalages, pour créer des options. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, Kvara, en mettant la pression sur Wouss Faes, arrive à générer la faute parce qu'il crée la faute du contrôle avec cette pression-là. Et derrière, Wouss Faes est obligé de faire faute où il laisse une occasion de but nette. Même quand on voit le penalty de Vitinha, il est tiré encore un petit peu avec suffisance. Et tant mieux que ce penalty soit raté parce que ça a réveillé le Paris Saint-Germain en disant bon, voilà, aujourd'hui, si on ne joue pas, une marge, en fait. Voilà, ils savent qu'ils ont une marge, mais si on ne joue pas à très haut niveau, on va se faire punir. Et je pense que Luis Enrique leur a rappelé. Et c'est très bien, c'est très important qu'il y ait ce genre de piqûre de rappel à ce moment-là de la saison parce que contre une autre équipe, ça peut payer cash. Justement, contre une autre équipe, est-ce que cette défense, alors on va parler aussi individuellement, hein, Eric. Toi, tu as été dans le rôle de défenseur central. Tu sais, et j'imagine que tu as vécu des matchs où le milieu de terrain ne faisait pas son travail et toi, tu étais forcément très exposé. Tu n'étais pas connu pour ta grande pointe de vitesse non plus, hein. Ça c'est pas pour te... C'est une attaque directe quoi ça. Tu avais d'autres qualités et des énormes qualités, mais c'est pour dire que par exemple un joueur comme Marquinhos, on peut pas le laisser en 1 contre 1 aujourd'hui et c'est vrai qu'on a fixé par exemple sur cette rencontre notre regard sur Marquinhos qui se fait battre quand même à plusieurs reprises, mais c'est peut-être dû aussi à un travail collectif qui n'est pas fait. Exactement, on est un peu entre deux. C'est-à-dire que la sortie de Pacho expose complètement la défense. Et derrière, tu as un Marquinhos qui n'est pas forcément bien placé par rapport à Balogun parce que ce n'est pas forcément son joueur au départ. Mais à partir du moment où Pacho sort et qu'il est en retard pour aller presser le joueur qui fait la passe, et le décalage est fait. Et derrière, Marquinhos, il revient, mais même si c'est quelqu'un quand même qui va vite, Marquinhos, il n'est jamais en possibilité d'intervenir. Et derrière, le Balogun ne rate pas l'occasion non plus. Donc, c'est des petites erreurs, mais qu'on ne voyait pas forcément faites au PSG quand ils sont concentrés à 200%, mais surtout quand ils sont en état physique au maximum. C'est ça, parce que Marquinhos, après le match, parle d'erreurs de couverture et de pressing. Je pense que les erreurs de couverture viennent des défenseurs. Et je parle sous le contrôle d'Eric. Les erreurs de pressing, c'est plus les milieux de terrain. Donc on peut parler des erreurs individuelles, mais si l'on recentre un petit peu le débat sur ce côté un petit peu SOS défense, parce que le PSG vient quand même de prendre 5 buts en 2 matchs, je pense qu'il est plus collectif ce problème qu'individuel, même si on peut parler des états de forme d'Hakimi, de la relative lenteur de Marquinhos. Je voudrais pas qu'on se focalise seulement sur les défenseurs. Non, voilà, bien sûr, on vise les défenseurs centraux parce que c'est ce qui est visible, mais le travail des latéraux, et tu fais quand même aussi référence à la méforme d'Hakimi. Toi, tu le connais bien, Saïd. On avait fait d'ailleurs un épisode pour louer les qualités des latéraux. Sur ce match-là, on a un Mendes qui est passé à côté. Alors, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne quand il passe à côté, parce qu'il a fait quand même des matchs exceptionnels. 2024, là. Voilà. 2023, Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va être ça tout le temps. On sait très bien qu'il a un niveau exceptionnel. Et Hakimi, qui a peut-être du mal aussi à faire les efforts qu'il pouvait faire l'année dernière. Aucun joueur n'arrive à faire 100% de très bons matchs. Donc Nuno Mendes, ça peut lui arriver un petit trou d'air comme ça. Il n'y a rien de
Il n'y a rien d'inquiétant tant que ça reste ponctuel. Je pense que voilà, il y a des jours avec et des jours sans, et je pense qu'Eric ne me contredira pas quand tu es joueur professionnel. C'est les aléas. En ce qui concerne Achraf Hakimi, il faut savoir que le contre-coup de la CAN est très difficile sur le plan physique pour lui, parce qu'au-delà de sa blessure qu'il avait contractée à la cheville, il a une deuxième blessure qu'il a contractée lors du rassemblement, mais que le Maroc avait un petit peu masqué. Donc il joue toujours avec des douleurs. D'ailleurs, Luis Enrique le disait en conférence de presse il y a 2 semaines. Oui, Achraf Hakimi joue avec des blessures. C'est que physique, ça aide, ou mentalement il a pris un Je pense gros coup derrière la je carafe? pense qu'il y a les deux. Il y a l'aspect physique, évidemment, où et donc il joue un peu blessé, il joue avec des douleurs, et donc ça forcément, moi je le vois, le Achraf Hakimi qu'on avait en début de saison et l'Achraf Hakimi aujourd'hui, ce sont pas vraiment les mêmes joueurs, parce que parfois il faisait énormément de courses sans ballon pour créer les décalages. Il ne les fait pas forcément, même dans les replis défensifs, on le voit faire normalement des fois des 50-60 mètres pour revenir. Là, il trottine un peu, on sent qu'il est dans la gestion et qu'il n'a pas envie d'accentuer la blessure. Donc ça, c'est pour l'aspect physique. En ce qui concerne l'aspect mental, il ne faut pas nier que c'est un énorme coup pour Achraf Hakimi, qui lui rêvait de cette Coupe d'Afrique avec le Maroc à la maison, qu'il avait fait un protocole de récupération exceptionnel avec 6 ou 7 heures de kiné pour revenir. Il revient et il n'était pas à un niveau exceptionnel parce qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Et derrière, même les supporters lui en ont voulu. Finalement, c'est très paradoxal, mais tout le monde voulait qu'Achraf Hakimi revienne pour être apte à la CAN. Et ensuite, quand le Maroc n'a pas gagné, tout le monde lui en a voulu de ne pas être à 100%. Et ça, lui, il en est conscient et il le vit, je pense, pas très bien. Alors, j'en ai pas discuté avec lui, mais je pense que ça doit être difficile à vivre, de sacrifier son corps, de sacrifier son énergie, derrière de ne pas être récompensé, parce que le trophée, c'est la récompense, et en plus de ne pas avoir forcément la reconnaissance qu'on peut avoir pour quelqu'un qui a sacrifié sa santé et son côté mental. Donc bon, Achraf Hakimi, je pense, reviendra côté Paris Saint-Germain, mais il lui faudra du temps. Il faudra aussi gérer beaucoup son temps de jeu, parce qu'il joue énormément. C'est un risque pris par le Paris Saint-Germain de continuer à l'utiliser autant. Je pense qu'il faut le gérer pour les grandes échéances. Et sur ce match-là, oui, c'était un match moyen, mais il s'est quand même un peu rattrapé avec son but. Voilà. Bien sûr. Saïd, Julien, Eric, Rabé Sandratana, vous restez. Dans un instant, on revient dans After Paris pour continuer de débriefer ce Monaco PSG. After Paris, deuxième partie, l'épisode après ce Monaco PSG, cette victoire 3-2 du PSG. Alors vous avez peut-être l'impression qu'on débriefe une défaite, il y a quand même eu une victoire, mais on se posait la question forcément avec les petits doutes qui peuvent poindre le bout de leur nez dans ces moments très très importants au Paris Saint-Germain. On va continuer juste d'un mot avec Eric, puisqu'il connaît bien donc, les systèmes défensifs au Paris Saint-Germain et la concurrence aussi au PSG. Il y a vraiment quelque chose d'important peut-être, Eric, c'est qu'il n'y a pas de concurrent à cette défense. Et c'est vrai que là, on avait les 4 titulaires, Hakimi, Mendes, on l'a dit, Marquinhos et Pacho, ceux qui doivent jouer ces gros matchs de Ligue des Champions. Sur le banc, Zabarni, Beraldo, Lucas Hernandez, peut-être ne sont pas au même niveau, ou sans doute même, ils vont jouer les matchs qui comptent pas, ou qui comptent pour du beurre, même si maintenant tous les matchs comptent pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que toi qui as connu une forte concurrence aussi au Paris Saint-Germain, ça peut expliquer peut-être un relâchement des titulaires ? Je pense que oui. Alors la première cause, c'est quand même la fatigue, parce que voilà, le fait de ne pas avoir de préparation, ça change quand même beaucoup de choses dans une saison, et que tu cours, c'est un peu une course après le temps et après la forme pendant toute la saison. C'est-à-dire qu'en plus, tu as des blessés au fur et à mesure de la saison, jamais en même temps. Ça veut dire que tout le monde travaille physiquement pour revenir, mais t'es jamais tous au même moment en pleine bourre. Donc c'est plus compliqué. Et puis c'est vrai que le niveau de ceux qui sont derrière, un Zabarni, un Beraldo, un Hernandez, je pense que c'est juste une question de, voilà, lui aussi il a été blessé, revenir, c'est difficile, voilà, c'est un autre problème. Mais Beraldo et Zabarni, pour moi, n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, et du coup derrière, il n'y a pas de concurrence pour les défenseurs centraux. Alors c'est un moindre mal, parce que bon, même si tu veux faire récupérer Marquinhos, tu as toujours besoin d'un mec qui puisse jouer, mais un Pacho, ça va, ça tient la route. Mais pour les latéraux, c'est un vrai problème, parce que tu sais que tes titulaires, c'est Achraf et c'est Nuno Mendes, et qu'un Nuno Mendes, je pense qu'il a besoin d'être challengé pour ne pas se relâcher, parce que c'est un jeune, parce qu'il est bourré de talent, parce qu'il sait très bien qu'il est bourré de talent, et que cette certitude, de temps en temps, le fait plonger dans la concentration, et il a des relâchements dans les matchs, dans les marquages, dans les choses comme ça, et ça coûte des buts au Paris Saint-Germain. Ça a été assez souvent le cas par le passé, et il avait soigné ça un petit peu, et là je trouve qu'il est en train de revenir dedans.
où il se relâche trop facilement, il est trop facile. Tu as parlé de suffisance tout à l'heure, Saïd, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait trop de suffisance du côté de ces Parisiens. Mais c'est un petit peu qu'ils ont été mal habitués, c'est-à-dire qu'ils ont tellement eu la facilité de maîtriser tous les matchs qui arrivaient, peu importe ce qui se passait dans le match, ils arrivaient à inverser la tendance et à maîtriser le match. Et là, aujourd'hui, ils sont un peu tombés dans ce péché-là, de se dire, c'est pareil pour les attaquants, et Barcola, quand tu rates des occasions, tu te dis, il y en aura toujours une autre. Ouais, mais t'en rates beaucoup trop. Et du coup, cette sécurité, cette facilité que tu peux rendre le match, tu la perds au fur et à mesure. Bon, en tout cas, Eric Rabessandratana, à l'époque, il aurait mangé Zabarni et Beraldo, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, c'est une discussion possible. On est d'accord. Mais c'est intéressant ce qu'Eric est en train de dire, parce qu'il y a 2 problèmes majeurs au Paris Saint-Germain. Le premier, c'est le recrutement trop méthodique du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un problème de profondeur de banc. Quand on regarde les mastodontes comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, on voit qu'ils ont quand même beaucoup plus de choix. Au Paris Saint-Germain, l'effectif est quand même beaucoup plus limité en termes qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Alors qualitatif sur le 11, il n'y a aucun problème. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe et regarde toutes les équipes dans les yeux. Mais quand on compare les bancs de touche, si on s'amuse à comparer le banc de touche du Paris Saint-Germain avec celui du Real, avec celui de Manchester City ou du Bayern, on voit quand même qu'il y a un très gros différentiel entre l'équipe A et l'équipe B. Et ça, c'est un problème pour une équipe qui a une ambition de tenir sur tous les tableaux. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la concurrence a essayé d'être mise en place parce que Zabarni a 60 millions. Il a tenté, hein, Luis Enrique. 60 millions d'euros, c'est pas un remplaçant normalement. Il était venu pour être le successeur naturel de Marquinhos, en tout cas de faire une transition douce. Et il s'avère que finalement, Zabarni n'est pas du tout au niveau. Alors, on va peut-être pas le juger sur sa première saison, on va lui laisser du temps. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu pour le moment et je pense, comme l'a dit Eric, qu'il n'a pas le niveau Paris Saint-Germain. Ce qu'il avait proposé en Angleterre était intéressant, mais Paris, il y a une pression différente, il y a une attente, une exigence différente et je pense que Zabarni ne remplit pas les cases, tout comme Beraldo, quand il arrive au Paris Saint-Germain à 20 millions d'euros, on nous dit que c'est un crack du Brésil. Il faut reconnaître que c'est pas du tout un crack comme Moscardo n'était pas un crack et c'est un raté. Donc aujourd'hui, un joueur comme Beraldo, il faut lui trouver un projet à la hauteur de son talent. Donc on descend d'une voire 2 gammes et Paris va devoir recruter, que ce soit des défenseurs centraux ou des latéraux, parce qu'aujourd'hui il y a une dépendance à Hakimi et Nuno Mendes et on peut pas leur demander saison après saison jouer 60 matchs, jouer 70 matchs, parce qu'il y a une usure mentale mais il y a aussi une usure physique et ces joueurs-là aussi ont besoin d'être suppléés par des joueurs. Alors la difficulté c'est quoi ? C'est de trouver des joueurs suffisamment bons pour accepter d'être numéro 2 mais pas trop mauvais non plus, parce que si on prend un joueur trop fort, il n'a pas envie d'être remplaçant d'Hakimi, il n'a pas envie de tenir les gourdes à Hakimi, il n'a pas envie de tenir les gourdes à Nuno Mendes, donc il faut trouver un très bon joueur, pas trop fort non plus, mais pas trop faible non plus. Mais c'est ça aussi l'aléa des grandes équipes, c'est de trouver ces profils-là. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est suffisamment attractif pour proposer une place de numéro 2 à ces joueurs-là. Le PSG joue 60-70 matchs par saison. Hakimi peut-être va pas en jouer 10, 15, 20. C'est pas mal pour un joueur de complément, pour un jeune aussi qui veut se développer. Donc Paris doit peut-être être plus agressif sur le marché des transferts. Pendant très longtemps, ils ont surpayé pas mal de joueurs. Donc il y a ce petit traumatisme où dès qu'on leur donne un prix, ils trouvent ça excessif et donc ils mettent un petit peu le recul frein sur le marché des transferts. Mais à un moment donné, si on veut des résultats, il faut payer sur le marché des transferts. La saison dernière, ils achètent Kvara 70 millions pour un mercato hivernal, c'est beaucoup, mais on a bien vu que faits, bien sûr. 70 millions d'euros pour un 4e attaquant, c'est rentabilisé. Aller en Ligue des Champions avec uniquement Barcola, Doué et Dembélé, c'était pas suffisant. Il fallait un 4e grand joueur. Aujourd'hui, le PSG a le luxe de toujours mettre un top player en remplaçant, et on a vu que Désiré Doué, quand il rentre, il fait la différence. Pendant plusieurs années, on faisait rentrer Carlos Soler, Pablo Sarabia, c'est pas des game changers, avec tout le respect que je peux avoir pour ces joueurs-là, ils vont pas changer un match. Aujourd'hui, le Real Madrid aussi peut faire rentrer du Rodrigo, du Brahim Diaz, du Jude Bellingham, en fonction de qui joue ou qui joue pas, et c'est ces joueurs-là qui font la différence dans les grands matchs. Donc Paris doit avoir cette qualité-là. Il faut partir minimum avec 15-16 joueurs titulaires dans l'esprit du coach, et après, c'est le problème du coach d'en mettre que 11. Alors toi, tu fais l'after Paris spécial mercato, mais avant le mercato, parce que là on n'est pas en période de mercato, donc il va falloir gérer cette fin de saison avec l'effectif il faut gérer avec l'équipe, mais je dis que ça fait partie des problèmes. Mais bien sûr, tu as raison. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà noté dans des épisodes précédents. Je me suis longtemps refusé à valider cette thèse-là, à force de constater que le mercato estival a été un échec. Et notamment au niveau défensif, parce qu'on est sur la défense. C'est vrai que un manque de profondeur assez clair au niveau défensif. Et au milieu de terrain, juste sur le milieu de terrain, je pense qu'on oublie aussi l'absence et l'importance d'un Fabian Ruiz. Alors pas le Fabian Ruiz de ces derniers mois, mais moi je trouve que sur le match
à Monaco et sur l'équilibre global du milieu de terrain. Fabien Ruiz manque énormément, celui qu'on a vu au printemps. J'adore Warren, il a très bien fait le taf à droite. Il le fait autrement au milieu de terrain, mais aujourd'hui, Fabien Ruiz manque énormément, surtout quand Vitinha est moins bien, beaucoup moins bien comme il l'a été à Monaco, et qu'un Joao Neves, que j'adore aussi également, est un petit peu sur courant alternatif parce qu'il y a des petits pépins physiques aussi. Alors, tu valides ça aussi, Eric? Tu es d'accord avec ça? Le milieu de terrain, évidemment, qui a beaucoup joué. Vitinha joue quasiment tous les matchs, ou tous les matchs. Warren Zaïre-Emery, d'ailleurs, a joué aussi Il y a une tous les stat matchs. sur Vitinha. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il avait la possibilité de jouer 38 matchs de Ligue des Champions. Il en a joué 38. Voilà. Voilà. Eric? Non, mais c'est énorme. Tu te rends compte de Vitinha, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il va falloir le faire souffler, il va falloir penser à lui donner un peu de récupération parce que lui, il a jamais été blessé. Donc du coup, il continue à jouer. Alors tant qu'il peut, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une question à un moment donné, quand t'enchaînes comme ça. Rappelle-toi, Achraf, il a enchaîné longtemps et quand il se blesse, après tu te dis ah mince, c'est trop tard. Donc non, il faut essayer de prévoir ça et essayer justement de bien doser dans le temps de jeu. Mais c'est vrai que l'absence de Ruiz aujourd'hui, techniquement, parce que Ruiz est aussi important dans la construction du jeu, dans la partie offensive. C'est-à-dire que cette relation, je vais chercher, je suis dans la transition, peut-être que fait un peu moins Warren. Warren travaille beaucoup pour l'équipe et fait un boulot énorme au milieu de terrain et j'adore ce qu'il fait aujourd'hui. Mais cette qualité offensive, il l'a peut-être un peu moins qu'un Ruiz qui est un facilitateur et qui va trouver plus facilement un Barcola dans le dos des défenseurs et t'amener plein de situations intéressantes. Alors, avant la fin de ce podcast, quand même, j'aurais bien voulu avoir l'avis d'Eric Rabessandratana. Tous contre les médias au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'à ton époque, ça fonctionnait aussi. En tout cas, on a vu Désiré Doué se boucher les oreilles au moment de son but. En gros, on n'entend pas les blablas, ceux qui parlent. Celui qui a parlé en premier, ça reste quand même Ousmane Dembélé après le match contre Rennes, en expliquant qu'il fallait la jouer collectif. C'était pas destiné à Dembélé, mais à tous ceux qui ont rebondi sur cette phrase et qui en ont fait des tonnes d'après le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? On a vu aussi la gestuelle d'Hakimi faire la même chose au moment du but, même s'il ne s'est pas bouché les oreilles. Lui, il a fait ce geste-là. Il le fait souvent. Il y a trop de blabla, en gros. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eric, qui a connu un vestiaire et qui sait parfaitement comment ça se passe aussi? Moi, après, ça fait partie quand tu es sportif de haut niveau, les critiques, c'est obligatoire. Donc, tu peux pas faire abstraction. Ça te plaît pas. C'est comme ça. Après, ce que j'aime, moi, dans le comportement de Doué, c'est la réaction. Elle est sur le terrain. Elle n'est pas en commentaire à dire, voilà, alors oui, effectivement, il s'est bouché les oreilles. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire. Mais moi, tant qu'il réagit sur le terrain et qu'il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui, ça veut dire déjà qu'il a été touché et qu'il y avait une part de vérité dans ce qui avait été dit. Et du coup, derrière, la réaction, elle est automatique. Et là, tu te dis peut-être que il va falloir que tu retiennes un peu la leçon parce que dès l'instant qu'on te pique un peu dans l'orgueil, tu redeviens décisif comme tu l'étais auparavant. Donc ça veut dire que tu as peut-être eu un relâchement dans ton comportement. Donc voilà, continue, tant mieux. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse des gestes comme ça tant qu'il répond sur le terrain. Ouais, ça veut dire qu'il écoute peut-être aussi After Paris et ça, on est très content. On salue d'ailleurs tous les joueurs du PSG qui nous écoutent ou qui nous regardent. On avait beaucoup gonflé en début d'année, Désiré. On avait dit beaucoup de bien de Désiré Doué. On lui a peut-être porté. C'est pas méchant. Ça, Après, le seul truc, moi, je trouve, c'est qu'il réalimente un petit peu la polémique avec ce geste-là, mais c'est de bonne guerre. Oui, après, il a fait le boulot. Après, c'est peut-être grâce aussi aux critiques qu'il y a eu cette réaction d'orgueil. Oui. Il y a certains joueurs qui carburent à la critique. Si on l'avait peut-être pas critiqué, il se serait peut-être endormi dans cette petite latence footballistique. Aujourd'hui, la critique, il avait envie de répondre à la critique et c'est très bien. S'il a besoin qu'on le critique toutes les semaines, on va le critiquer toutes les semaines. Ça reste un super joueur, évidemment. Mais comme le disait Eric, les joueurs ont besoin de critiques pour se remettre en question et même moi, s'ils veulent célébrer comme ça tous les week-ends, ils peuvent célébrer tous les week-ends parce que nous répondre, ça permet à ces joueurs-là d'être performants. Donc soyez performants et répondez-nous. On n'est pas professionnels, à part Eric. Nous, on est bon pour parler, on n'est pas bon pour Eric, jouer. tu n'étais pas critiqué à l'époque, hein, Eric, ça va. Après, c'était tendre avec toi. Oh, si, ça arrivait. ça arrivait. Mais ça fait partie du truc. Après, c'est un métier où tu es exposé et que tu as forcément des critiques. Elles te plaisent pas toujours parce que tu as l'impression que ça correspond pas du tout à ce que tu peux penser sur certaines prestations. Mais après, c'est pas très grave. L'important, je le dis toujours, l'important, c'est le terrain. Et c'est le seul endroit où tu dois répondre. Le reste, on s'en fiche, en fait. Bon, en tout cas, ne vous bouchez pas les oreilles. Pour écouter le podcast, c'est mieux quand même de ne pas les boucher. Merci beaucoup, Eric. Eric Rabessandratana, capitaine du PSG. Tu as ta carte de membre d'After Paris désormais et on n'hésitera pas
à te convier à nouveau dans un épisode plaisir. prochain. Merci beaucoup Eric, à très bientôt. Saïd, à très Merci. bientôt également. Salut. À bientôt. J'espère que tu reviendras. Avec grand plaisir. Rappel vous savez, Squad, le média, je Twitter. réponds à toutes les sélections que vous m'offrez. Et puis sur TikTok également, on peut te retrouver. Un petit peu bien aussi, sûr. ouais. Merci beaucoup. Merci Julien. Avec plaisir. Tu seras aux commandes d'After Ouais, Paris la semaine grosse prochaine pour un pression, débrief grosse pression pour moi. Ouais. du Et pour le match de PSG barrage. aussi. Ça va passer. Retour. Bah, j'espère parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire dans les Bon, émissions. il y aura des choses à dire si ça passe pas. Ah, si ça passe pas, ça sera un épisode à ne pas rater, bien Ouais. sûr. C'est la semaine prochaine. En attendant, vous likez, vous commentez, vous partagez, bien évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. RMC After Paris.